Je ne vais pas te mentir, la plupart des gens ne changera pas. Ils continueront à attendre que le calendrier travaille pour eux, croyant qu'une motivation soudaine sera un jour suffisante pour réparer le désordre qu'ils portent à l'intérieur et à l'extérieur. Mais la vérité est inconfortable. Personne ne va te sauver du chaos, et chaque jour que tu remets à plus tard est un jour de plus qui t'éloigne de la version que tu devrais être. Le désordre ne disparaît pas tout seul, il s'étend. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu perds la capacité de choisir ton destin. Ce que tu ne mets pas en ordre finit par te submerger. Le stoïcisme n'est pas une pause intellectuelle, ni une liste de belles phrases à partager sur les réseaux sociaux. C'est une méthode brutalement honnête pour remettre la vie en ordre en commençant par les bases, corps, argent, esprit et environnement. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Celui qui attend le moment idéal est déjà en train de perdre. Il ne s'agit pas de théoriser, il s'agit d'appliquer, de nettoyer le terrain et de construire une structure, même si cela coûte, même si cela fait mal. Le véritable changement est silencieux, il n'a pas besoin de témoins, juste de discipline. Si tu veux arriver en 2026, en étant méconnaissable par rapport à ton moi actuel, tu vas devoir te débarrasser du fardeau, construire des routines solides et protéger tes limites comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. Parle moins, fais plus, parce que seuls ceux qui agissent transforment. Ici, tu commences à cesser d'être un spectateur. 1. Organise d'abord ton corps et tes finances. La réalité est plus dure que ce que tu veux admettre. Tant que tu continues à justifier le désordre dans ton corps et dans tes finances, toute idée de changement n'est qu'une fantaisie confortable, un réconfort pour ne pas te sentir trop perdu. Personne ne devient quelqu'un de fort ni structuré en traînant avec la fatigue, la mauvaise alimentation et le compte à découvert. La base de l'autocontrôle est la gestion de ce qui est le plus immédiat et tangible. Et si tu ne peux même pas gérer ce qui est devant tes yeux, crois-tu vraiment que tu pourras transformer ton esprit ou ton caractère? Il y a ceux qui se mentent depuis des années avec des discours de développement personnel, mais qui ne peuvent toujours pas se regarder dans le miroir sans ressentir de la honte pour ce qu'ils ont laissé s'effondrer. C'est la vérité que la plupart évitent. Le soin physique et la responsabilité financière ne sont pas des luxes, ce sont le seul minimum de toute vie digne. Il ne s'agit pas d'attendre de ressentir l'envie, ni de chercher la motivation parfaite. Ce qui te maintient dans l'impasse n'est pas le manque d'informations, c'est la décision de tolérer la médiocrité dans ce que tu manges, dans la façon dont tu bouges et dans la manière dont tu gères ton argent. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le temps, mais que nous le perdons. Il en va de même pour la santé et l'argent. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu remets à plus tard parce que tu t'es entraîné à tolérer l'inconfort jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ton identité. Il y a une dette invisible qui ne fait que croître, la dette envers ton propre corps qui te facture chaque jour où tu te lèves sans énergie, et la dette envers ton avenir, qui paiera les intérêts de tes dépenses impulsives et irresponsables. Il n'y a pas d'excuse valable. Ni la génétique, ni l'enfance, ni la situation économique ne justifient l'abandon volontaire. Beaucoup utilisent l'argument du bien-être émotionnel pour s'auto-tromper et vivre dans le confort du désordre. Mais la véritable paix mentale commence lorsque tu démontres, par des actes, que tu peux gouverner l'essentiel. Musonius Rufus enseignait que la vertu se pratique dans le quotidien, et il n'y a pas de vertu à se laisser aller. Réparer ton corps signifie s'entraîner chaque jour, même si cela fait mal, mettre des limites à ce que tu manges, et faire du repos une véritable priorité, pas une récompense que tu te donnes seulement lorsque tu te sens épuisé. Réparer tes finances, c'est arrêter d'acheter sur un coup de tête, analyser chaque dépense comme si c'était un investissement dans ta liberté, et mettre de côté la peur de regarder ton propre relevé de compte. Tu veux un changement? Commence là où il n'y a pas de place pour les excuses, ce que tu manges, comment tu dors, combien tu bouges et comment tu gères chaque centime. Sans cela, tout le reste n'est que décoration.
Personne ne construit un esprit fort sur un corps faible et une économie brisée. La discipline ne se négocie pas, elle s'entraîne. L'ordre ne se promet pas, il s'exécute. À la fin, seuls ceux qui osent affronter le plus basique finissent par transformer l'essentiel. Tu ne peux pas ordonner ta vie si ton corps et ton portefeuille sont un chaos. Le premier filtre de la véritable transformation est celui-ci. Prends en charge la base ou accepte que tout le reste ne sera qu'une façade. Garde ton esprit propre et stable. Tu te lèves et avant même de poser un pied par terre, ton esprit est déjà saturé. Tu penses au travail, à ce que tu n'as pas fait hier, à la discussion en attente, aux messages auxquels tu évites de répondre. Le téléphone vibre et l'avalanche de tâches, d'opinions et d'urgences des autres te traverse même avant que tu aies pris ton petit déjeuner. C'est ainsi que commence la journée pour la plupart, avec la tête envahie, sans une seconde de clarté ni d'espace personnel. Tu t'adaptes rapidement à cet état, presque sans t'en rendre compte. Tu acceptes le désordre mental comme s'il faisait partie inévitable de la vie adulte. Mais ce que tu normalises devient invisible, et quand ton esprit se remplit de déchets émotionnels, de comparaisons, d'attentes imposées de l'extérieur, tu perds la capacité de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne fait que prendre de la place et te fatigue. Il ne s'agit pas seulement de pensées négatives, c'est l'accumulation de micro-inquiétudes, de ressentiments que tu ne lâches pas, de conversations internes qui tournent en rond. Le danger n'est pas le grand problème, mais l'usure constante que tu ne vois pas venir, jusqu'à ce que ton énergie soit drainée et que tout t'irrite ou te paralyse. Un esprit propre et stable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Épictète l'avait bien compris. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. La plupart des gens vivent piégés dans des interprétations automatiques, croyant que leurs pensées sont des faits et que leurs émotions sont des vérités absolues. Le mécanisme est simple mais mortel. Tu alimentes l'anxiété chaque fois que tu laisses entrer n'importe quel stimulus externe sans filtre. Tu renforces l'insécurité chaque fois que tu te compares à des vies d'autrui retouchées pour paraître parfaites. Tu te sabotes chaque fois que tu répètes l'histoire de tes manques comme si c'était un destin écrit. Maintenir l'esprit propre n'est pas une question de pensée positive, mais de surveiller ce que tu laisses entrer et de ne pas devenir l'otage de ton propre dialogue interne. Certains se cachent derrière l'hyperactivité mentale pour ne pas affronter le vide. D'autres s'anesthésient avec des distractions, croyant ainsi éviter le malaise. Mais l'esprit ne s'organise pas tout seul. Il nécessite de la discipline, tout comme n'importe quel muscle que l'on souhaite renforcer. Si tu ne nettoies pas ce que tu penses, tu vis en interprétant le présent à travers les résidus du passé et la peur de l'avenir. Tu ne peux pas contrôler les faits externes, mais tu peux entraîner la façon dont tu réagis et réponds. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas laisser cela décider à ta place. La stabilité émotionnelle ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à te maintenir ferme quand ils arrivent. L'autocontrôle mental se construit dans de petites décisions. Cesser d'alimenter des conversations stériles, lâcher le ressentiment qui te donne une identité, résister à la tentation de donner ton avis sur tout. Chaque jour est une opportunité pour nettoyer l'esprit de ce qui est superflu et renforcer le filtre de ce que tu permets de t'affecter. Personne ne fera ce travail à ta place. Les stoïciens le savaient. La vraie liberté commence dans la tête. Si tu n'es pas capable de gouverner ton monde intérieur, tu seras toujours victime de ce qui se passe à l'extérieur. La discipline mentale est une résistance silencieuse. Une pensée n'est pas un ordre. L'esprit stable ne se donne pas, il s'entraîne. 3. Agis davantage, parle beaucoup moins. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi a toujours ressenti une sorte de soulagement pervers en parlant de mes projets, de mes objectifs, de ce que je vais faire. Comme si en le disant à voix haute, j'avais déjà fait un pas en avant. Comme si la simple déclaration était un signe que le changement était en route. Mais la vérité est brutale. La grande majorité du temps, parler devient un piège déguisé en avancée.
Le cerveau se trompe, ressent la récompense anticipée de l'approbation, de la compréhension ou même de l'admiration des autres. Et alors, l'urgence d'agir se dissout. Le résultat est prévisible. Des idées qui ne dépassent pas le stade de l'ébauche, des projets qui restent des mots élégants et des promesses qui ne servent qu'à alimenter le personnage que tu cherches à montrer au monde. Chaque fois que tu tombes dans cette dynamique, tu renforces un schéma. Plus de discours, moins d'action, plus de justification, moins de résultats. Ce que tu n'exécutes pas n'existe pas. C'est la règle qui fait la différence entre ceux qui se transforment et ceux qui ne collectionnent que des intentions. Le mécanisme psychologique est simple si tu oses le désamorcer. Parler trop de tes objectifs active un faux sentiment de progrès, réduit l'inconfort qui devrait te pousser à agir et renforce la tendance à l'auto-tromperie. Il est plus facile de répéter un discours de dépassement de soi que de se taire et de supporter le travail silencieux, celui qui n'est applaudi par personne parce qu'il n'est ni visible ni partagé. Ce qui n'est pas visible est ce qui construit réellement le caractère. Au fond, beaucoup de gens craignent de passer à l'action parce qu'il n'y a pas d'excuses ni d'applaudissements instantanés, juste un retour honnête. Soit tu avances, soit tu stagnes. L'esprit cherche refuge dans la théorie parce que là, il est plus sûr d'échouer sans conséquences visibles. Mais personne ne respecte celui qui ne fait que parler. Le respect, même le sien, se gagne sur le terrain des faits. Si tu analyses honnêtement les moments où tu as le plus grandi, tu verras qu'aucun d'eux n'a été annoncé. Le véritable changement se produit lorsque tu en as assez du son de tes propres promesses et que tu décides d'agir même si personne ne regarde. Agir, c'est se confronter à l'inconfort réel. C'est accepter que tu peux échouer, que tu peux être médiocre au début, que la discipline ne se ressent pas bien tout de suite. Mais c'est là que se construit la structure interne. Parler est facile, parce que c'est bon marché. Cela ne coûte rien d'autre que de l'air. Agir a un prix. Cela exige de toi du temps, de l'énergie, des renoncements et surtout de la cohérence. Marc Aurèle le résumait sans fioriture. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. Cette phrase renferme l'essence. Le monde est saturé d'opinions et pauvre en exemples. Si tu veux que ta vie change avant 2026, le premier pas est drastique. Réduis au minimum l'exposition verbale de tes plans. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce que tu as besoin de cesser de t'anesthésier avec l'illusion que parler équivaut à avancer. Parler moins est un filtre d'engagement. Cela t'oblige à rendre des comptes uniquement à tes propres résultats. L'action silencieuse est celle qui transforme réellement. Le reste n'est que bruit pour la galerie. Personne ne devient méconnaissable par ce qu'il dit, seulement par ce qu'il soutient par des faits. Tais-toi et fais-le. C'est la ligne entre celui qui évolue et celui qui reste à répéter des versions améliorées de ses vieilles excuses. 4. Laisse aller ce qui ne te propulse plus. Un tiroir rempli d'objets inutiles, des reçus qui ne servent plus, des câbles d'appareils que tu as jetés il y a des années, de petits morceaux cassés que tu as gardés au cas où et qui ne font que prendre de la place. Chaque fois que tu essaies de chercher quelque chose d'important, tes mains se heurtent à cette accumulation silencieuse. Il en va de même dans la vie. Tu continues à traîner des liens, des routines et des versions anciennes de toi-même qui ne t'apportent plus rien, mais tu insistes à les conserver par habitude ou par peur du vide. Il y a une résistance presque physique lorsque tu fais face à l'idée de lâcher ce qui a fonctionné un jour, même si aujourd'hui c'est juste un poids mort. L'attachement se ressent comme une corde invisible qui te lie au passé, mais en réalité, c'est juste une excuse pour ne pas avancer. La croissance exige de l'espace, et l'espace n'apparaît que lorsque tu décides de sortir du tiroir, ce qui gêne, et de ne plus jamais le ranger. Fais attention aux gestes inconscients, le message auquel tu réponds par obligation, la réunion que tu acceptes même si elle te draine, le vêtement que tu ne portes plus, mais que tu gardes au cas où tu perds du poids, la conversation usée que tu répètes avec quelqu'un qui te mène toujours au même point mort. Ces petites actions quotidiennes, accumulées,
te maintiennent attaché à ce qui ne te propulse plus. L'habitude est confortable, mais le confort ne construit rien de solide. Si tu veux vraiment changer, il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles routines ou d'apprendre de nouvelles théories. Tu dois nettoyer le fond, te débarrasser de ce qui prend de la place, même si cela implique de l'inconfort ou un deuil temporaire. Le détachement réel n'est ni indifférence ni froideur. C'est une forme de respect pour ton temps et ton énergie. L'erreur la plus courante est de confondre loyauté et stagnation. Le stoïcisme n'a jamais proposé de supporter ce qui t'ancre juste par peur de paraître inconstant. Sénèque l'a dit clairement. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Si ton quotidien est rempli de ce qui ne compte plus, tu n'auras jamais la clarté nécessaire pour savoir où tu veux aller. Lâcher prise fait mal, mais rester te coûte la vie que tu pourrais être en train de construire. La discipline de lâcher prise n'est pas un acte dramatique. C'est une série de petites décisions, presque invisibles, qui te redonnent le contrôle. Tu cesses de répondre à des messages inutiles. Tu dis non sans te sentir coupable. Tu te permets de clore des cycles sans le rituel du regret. C'est ainsi que l'on entraîne la liberté intérieure. On se libère dans l'action, pas dans l'intention. Tout ce qui a bien commencé ne mérite pas de rester pour toujours. Il y a des relations qui n'ont de sens que dans certains chapitres. Des habitudes qui étaient utiles, mais qui sont maintenant des chaînes, des objectifs anciens qui ne te représentent plus. L'attachement est l'ennemi silencieux du progrès. Si tu n'oses pas vider le tiroir, chaque tentative de changement ne sera qu'une accumulation sur accumulation, jusqu'à ce que le poids te paralyse. Choisis ce qui te propulse, laisse le reste derrière. Sans espace, il n'y a pas d'avancée. La phrase est simple et brutale. Ce que tu ne lâches pas te retient. Personne n'évolue en portant ce qui a déjà terminé sa fonction. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter, mais dans le savoir qu'en laisser aller. 5. Défends tes limites et protège-les sans excuse. Tu n'as pas le droit de te plaindre de ton épuisement si tu n'as jamais protégé tes propres limites. Chaque fois que tu cèdes par peur de déranger, tu offres une partie de ton énergie en échange de rien. C'est ainsi que l'épuisement devient ton état naturel, parce que tu as ouvert la porte à tout ce qui te draine et à tous ceux qui ne savent que demander, mais ne rendent jamais. Personne ne respectera tes frontières si tu les piétines toi-même, si tu es le premier à les trahir. La vie ne te demandera pas la permission de t'envahir. C'est pourquoi tes limites doivent être non négociables, pas un doux désir ni une suggestion déguisée en politesse. Arrête d'attendre que ton environnement comprenne comment tu te sens ou combien tu peux tolérer. Le monde ne s'arrête pas pour prendre soin de toi. Cette tâche t'incombe uniquement. Le plus facile est de justifier le manque de limites avec des phrases comme « je ne veux pas être égoïste » ou « c'est pour éviter les conflits ». Mensonge. C'est une faiblesse camouflée sous de bonnes intentions. Le prix à payer pour ne déranger personne est de vivre mal à l'aise avec soi-même. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu t'abandonnes un peu plus. Chaque fois que tu permets un manque de respect, une invasion de ton temps, une demande absurde sur ton énergie, tu envoies un seul message. Tes besoins valent moins que ceux des autres. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la peur du rejet. Et cette peur, si tu ne la coupes pas à la racine, te transforme en otage de la volonté d'autrui. Il n'y a pas d'autodiscipline sans limite claire. Il n'y a pas de paix mentale si ta journée dépend de l'agenda des autres. Sénèque l'a dit sans pitié. Celui qui plaît toujours aux autres finit par se mépriser lui-même. La réalité est que personne ne t'admirera pour te consumer jusqu'à l'épuisement. Ils apprendront seulement à exiger plus, à consommer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est pourquoi, trace tes lignes et rends-les visibles, non pas comme une menace, mais comme une déclaration de ta valeur. Ton temps n'est pas infini, ton énergie non plus. Tu n'as pas à donner d'explications éternelles, ni à demander pardon pour te protéger. Les gens forts ne demandent pas la permission de prendre soin d'eux-mêmes.
Ils établissent les termes et les maintiennent, même si cela signifie perdre la sympathie de ceux qui savaient seulement profiter de leur permissivité. Si tu as du mal à poser des limites, ce n'est pas par manque de capacité, c'est par manque de courage pour supporter l'inconfort temporaire que cela implique de décevoir ceux qui bénéficiaient de ta complaisance. Tu préfères l'épuisement chronique à l'inconfort ponctuel. Mais ainsi, il n'y aura jamais de respect ni de transformation. Personne n'évolue en étant un paillasson. La vie ne récompense pas la soumission, elle récompense l'intégrité. Limite que tu ne défends pas, limite qui disparaît. Et quand tu les perds tous, ce qui suit, c'est le ressentiment, la frustration et le vide. Ne demande pas de compréhension si tu n'as pas eu la force de dire stop. Le respect de soi est une frontière sacrée. Si tu la franchis une fois, tu la franchiras toujours. Décide une bonne fois pour toutes. Veux-tu la paix des autres ou ta propre dignité? Deviens inconfortable si nécessaire. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont jamais osé dire non. 6. Construisez des routines. Ne dépendez pas de la motivation. Dépendre de la motivation est un piège qui vous maintient faible. Si chaque jour vous vous levez en espérant ressentir cet élan presque magique qui résout tout, vous resterez exactement là où vous êtes. La motivation est volatile, elle apparaît et disparaît sans prévenir, et si votre vie dépend de ce combustible fragile, vous ne construirez jamais rien qui résiste à l'usure réelle. La vérité inconfortable est que la plupart justifient leur manque d'avancement par des phrases comme « je n'en ai pas envie »,« aujourd'hui n'est pas le bon moment » ou « quand je me sentirai prêt, je le ferai ». Mais personne ne se transforme en attendant de se sentir prêt. Ce qui distingue ceux qui changent de ceux qui restent les mêmes, ce n'est pas l'étincelle d'un jour, mais la structure quotidienne qui se maintient même lorsque tout coûte le double. Vous êtes le résultat des répétitions, pas des enthousiasmes passagers. Si votre seule source de mouvement est l'émotion du moment, votre vie sera une montagne russe sans contrôle ni direction. Il est facile de tomber dans l'illusion que vous devez vous sentir inspiré avant d'agir. Le mécanisme interne est subtil, mais dévastateur. Vous confondez le désir de changement avec la capacité réelle de soutenir des actions inconfortables. Vous vous convainquez qu'un jour, vous vous réveillerez avec une clarté parfaite et une énergie illimitée. Mais l'expérience prouve le contraire. Les jours lourds arrivent, les excuses se multiplient, et s'il n'y a pas de routine solide, vous finissez toujours par revenir au point de départ. L'auto-illusion ici est profonde. Vous croyez que vous pouvez négocier avec vous-même, que demain sera différent, mais chaque fois que vous procrastinez, vous renforcez l'habitude de l'inertie. La volonté est limitée. Ce qui vous sauve, c'est la structure, pas l'improvisation émotionnelle. Construire des routines est en essence une déclaration silencieuse de qui vous voulez être sans dépendre de comment vous vous sentez. La routine n'est pas une prison, c'est l'architecture invisible qui vous permet d'avancer lorsque votre esprit joue contre vous. La discipline quotidienne coupe la conversation interne qui cherche des excuses et vous apprend à agir même lorsque l'envie n'est pas présente. Faites ce que vous devez, pas ce qui vous plaît, répétaient les stoïciens, car ils comprenaient que la liberté ne réside pas dans le fait de suivre chaque impulsion, mais dans la capacité à maintenir ce qui est important même lorsque la motivation est partie. C'est ici que beaucoup échouent. Ils s'attendent à se sentir différents pour commencer, alors qu'en réalité le changement apparaît après avoir soutenu l'inconfort, encore et encore. Une routine bien construite est un bouclier contre l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de concevoir des horaires rigides par obsession, mais de créer un cadre qui vous rappelle chaque jour quelles sont vos priorités et à quoi ressemble l'engagement réel. L'esprit cherche des raccourcis, il veut éviter l'effort soutenu. Mais chaque fois que vous cédez aux caprices du moment, vous perdez une bataille interne que personne d'autre ne voit. La transformation se produit dans la répétition. La clarté arrive après l'action, pas avant. Vous n'êtes pas vos émotions changeantes, vous êtes ce que vous répétez quand personne ne vous observe. La routine vous sauve du chaos. L'action quotidienne est votre refuge.
Choisissez de construire des routines qui vous soutiennent dans les jours gris, car c'est là que le caractère se définit, pas dans les moments d'enthousiasme. Si vous n'avancez que lorsque c'est facile, vous n'irez jamais loin. Entraînez-vous à agir sans demander la permission à la motivation. C'est la base d'une vie véritablement transformée. 7. Choisissez la structure plutôt que les impulsions momentées. Vous vous asseyez devant l'ordinateur après une journée ordinaire, l'horloge indique une heure absurde pour rester éveillé, et pourtant, vous êtes là, naviguant entre des onglets ouverts qui ne mènent à rien, vérifiant encore une fois les réseaux sociaux, passant d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. Le dîner a été la première chose qui s'est présentée, l'entraînement a encore été reporté à demain, et la sensation d'avoir laissé des choses inachevées se mêle à une anxiété sourde qui ne disparaît jamais. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de vivre soumis aux impulsions du moment, réagissant à chaque stimulus au lieu de décider avec clarté. Ainsi se construit une vie qui semble occupée mais qui, si vous la regardez de près, n'est remplie que de fragments disjoints et de décisions prises par inertie. La racine de ce désordre est simple, bien que difficile à admettre. La plupart des gens n'ont pas de structure réelle parce qu'ils craignent de se sentir piégés, comme si établir des limites et des horaires était une renonciation à la liberté. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. L'impulsion immédiate vous procure un plaisir fugace et, en retour, vous vole la possibilité d'avancer vers quelque chose de solide. La structure n'est pas un caprice d'obsédé, ni une prison pour les spontanés. C'est la seule base qui vous permet de résister à l'usure des jours et de vous soutenir lorsque votre énergie et votre volonté fléchissent. Si vous vous laissez porter uniquement par ce qui vous plaît maintenant, vous devenez esclave des émotions changeantes et votre vie se fragmente. En choisissant la structure, vous choisissez la maîtrise de soi. Vous décidez quand, comment et pourquoi vous agissez, et vous ne laissez pas l'impulsion tracer le chemin à chaque fois. Le mécanisme qui vous piège est prévisible. Manque de clarté dans les priorités, absence de limite dans le temps, un agenda qui n'est jamais respecté parce qu'il se remplit au fur et à mesure de ce que les autres attendent de vous ou de ce que votre esprit dispersé lance comme urgent. Le résultat est une vie qui se dilue dans des tâches mineures et des satisfactions instantanées, laissant toujours l'important pour plus tard. Vous vous convainquez que vous êtes flexible, mais en réalité, vous ne faites que reporter ce qui vous pèse le plus. Chaque jour où vous répétez ce cycle, vous renforcez dans votre cerveau le chemin du minimum effort et affaiblissez votre capacité à tenir des engagements réels. La discipline ne naît pas de l'inspiration, elle naît de la structure. Horaire clair, espace défini, priorité non négociable. C'est l'architecture invisible qui soutient ceux qui avancent vraiment. Pour transformer votre vie avant 2026, vous devez choisir le chemin inconfortable de la structure. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez à chaque instant, mais d'avoir la force de faire ce que vous avez choisi, même si cela ne vous enthousiasme plus. Là réside la différence entre une vie dispersée et une vie construite. Personne ne devient méconnaissable par hasard, ni par des poussées de motivation. La transformation profonde se produit lorsque vous priorisez le système sur le caprice, la stratégie sur le désir momentané. Ce que vous répétez chaque jour vous définit, pas ce que vous rêvez lors de vos meilleures nuits. La structure est pouvoir sur vous-même. L'impulsion n'est que du bruit. Décidez laquelle vous voulez qui marque votre vie. 8. Applique des principes. Ne les admire pas seulement. Je confesse avoir ressenti une sorte de fierté intellectuelle en admirant des principes élevés, comme si le simple fait de comprendre une phrase puissante de Marc Aurèle ou de Sénèque me transformait en quelqu'un de différent. Je me suis surpris au milieu d'une conversation ou devant un livre souligné à me délecter de la pensée « c'est de l'or », tandis que la vie continuait d'être tout aussi désordonnée. Il y a une distance inconfortable entre la lucidité que l'on ressent en lisant sur l'autodiscipline et la réalité de ces gestes répétés. Tu laisses l'assiette sale sur la table,
Tu ignores l'alarme qui t'invite à t'entraîner. Tu dépenses pour quelque chose dont tu n'as pas besoin et ensuite tu te justifies avec une citation stoïque comme si cela exonérait le manque d'action. La contradiction se ressent comme un poids silencieux, presque physique. Tu reconnais la valeur du principe, mais tu le laisses suspendu comme un ornement sur le mur mental, sans le ramener sur terre, où il est vraiment douloureux de l'appliquer. S'observer dans le quotidien est inconfortable. Tu remarques comment tu peux réciter le concept de contrôler ce qui dépend de toi. Mais face à la première frustration, le geste est de serrer les mâchoires, de lâcher une plainte et de chercher un soulagement immédiat dans n'importe quelle distraction. Tu ressens de l'admiration pour la tempérance, mais tes doigts tambourinent anxieusement sur la table lorsque quelque chose ne se passe pas rapidement. Tu gardes l'idée de vivre selon la nature, mais ton corps souffre du manque de sommeil et de l'alimentation improvisée. Il y a une sorte de culte au principe, mais une allergie à la pratique. Le véritable changement, cependant, ne se remarque pas dans le discours, mais dans les micro-décisions. Dans la façon dont tu termines une conversation qui t'épuise, dans la manière dont tu choisis de ne pas répondre à une provocation, dans l'instant exact où tu remets à plus tard le désir de gratification pour soutenir la structure que tu t'es promise. Si tu prends le temps de regarder les détails, tout change. La façon dont tu organises ton bureau, la manière dont tu ranges tes vêtements en rentrant chez toi, le temps que tu prends pour manger sans téléphone à la main. C'est là que se joue le respect d'un principe, non dans l'exaltation philosophique, ni dans l'admiration passive. La cohérence se mesure à ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans les petits gestes qui, répétés, t'entraînent ou te brisent. Un principe non appliqué n'est qu'une décoration mentale. C'est la ligne iconique qui devrait te poursuivre chaque fois que tu ressens l'envie d'applaudir une idée sans l'intégrer dans ton agenda. La différence entre ceux qui changent réellement et ceux qui ne collectionnent que des phrases est brutalement visuelle. Certains ont des routines claires, des espaces propres, des relations ordonnées par des limites fermes et une fatigue qui a du sens. Les autres, une accumulation de théories, un chaos quotidien et une anxiété qui grandit à mesure qu'ils admirent ce qu'ils n'exécutent jamais. Il n'y a pas de transformation sans sueur, sans inconfort, sans ce tiraillement intérieur qui t'oblige à choisir le principe même si l'esprit demande un raccourci. L'admiration est un applaudissement bon marché. L'application est le véritable coup. Fais du principe une action, pas une médaille intellectuelle. Le pas que tu ne concrétises pas ne te transforme pas. Les valeurs ne valent que lorsqu'elles pèsent dans ta journée. 9. Fais du changement une habitude silencieuse. Étrangler une mauvaise habitude, c'est comme casser une clé rouillée que tu portes autour du cou depuis des années. Tu sais qu'elle pèse, tu sais qu'elle te limite, mais tu t'es tellement habitué à sa présence que ton corps et ton esprit l'ont déjà intégré dans ta posture, dans ta façon de marcher, dans les petits gestes de chaque jour. Changer, vraiment, c'est te forcer à arracher cette clé et à supporter le vide inconfortable qu'elle laisse, sans faire de bruit, sans demander au monde de t'applaudir pour l'avoir fait. Ici, il n'y a pas de place pour le spectacle de la transformation. Le véritable changement est celui que personne ne voit, celui que tu ne publies pas ni ne transformes en étendard. Il y a un piège dans le besoin de reconnaissance, dans cet élan enfantin de montrer chaque tentative d'amélioration comme si c'était une médaille. Cette théâtralité ne nourrit que l'ego, mais ne soutient aucune structure. Combien de fois as-tu annoncé que tu allais abandonner un vice, commencer une routine ou transformer ton environnement, juste pour abandonner en silence et ensuite chercher une excuse élégante qui te sauve du ridicule? Il est temps de cesser de chercher des témoins pour ton propre processus et de commencer à construire dans la solitude inconfortable où se forge la discipline. La plupart des gens ne changent jamais parce qu'ils ont besoin que les autres regardent, valident ou célèbrent chaque étape, comme si le progrès dépendait de la réaction des autres. Mais la vérité brutale est que celui qui a besoin de témoins
ne fait que démontrer une faiblesse intérieure. Le véritable changement est un pacte privé, une décision maintenue seule, sans témoin ni public. Si chaque avancée nécessite des applaudissements, le recul sera inévitable dès que l'attention disparaît. Ce qui se construit en secret est la seule chose qui survit à l'usure. C'est ici que tu dois être impitoyable avec tes propres excuses. Arrête de dire au monde ce que tu prévois de faire et commence à payer le prix inconfortable du silence. Tu n'es pas spécial parce que tu commences. Tu ne l'es que si tu persistes quand personne ne te regarde. Tout ce qui ne devient pas une habitude se dissout dans le courant des impulsions passagères. C'est pourquoi tu dois faire du changement une série de gestes automatiques, pas une collection d'annonces publiques. Le processus est inconfortable, car il exige une honnêteté que l'on ne voit pas dans le miroir, ni sur les réseaux. Tu feras face au désir urgent de partager des progrès minimes, de chercher l'approbation pour ne pas te sentir seul dans l'effort. Mais cet élan n'est qu'un masque d'insécurité. Ce qui transforme vraiment, c'est la répétition silencieuse, l'entraînement quotidien sans spectateur, l'accumulation de petites victoires que toi seul connais. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un voie comment tu te refuses une gratification, comment tu rejettes une invitation que tu sais te ramène au même cercle vicieux, comment tu maintiens la routine que d'autres trouvent ennuyeuse. La force se mesure dans la constance muette. La discipline est ce que tu fais quand personne ne l'enregistre. Tout le reste est personnage, pas caractère. Ne crois pas que tu te sentiras bien tous les jours, ni que l'habitude deviendra facile par magie. Le changement solide est une usure soutenue, une usure que tu entraînes jusqu'à ce qu'elle cesse de faire mal. Chaque jour où tu choisis le chemin difficile en privé, tu soudes une structure interne résistante à l'échec public. Tu n'es pas ce que tu annonces, tu es ce que tu maintiens. Fais du changement une habitude silencieuse et laisse les résultats parler quand tu n'as plus d'intérêt à prouver quoi que ce soit. La véritable transformation ne crie pas, elle se remarque. N'explique pas ta discipline, exécute-la. On dit que la pauvreté ressemble à une pièce sombre. Non pas parce qu'il n'y a pas de sortie, mais parce que pendant trop longtemps tu t'es habitué à marcher sans chercher la porte. Tu t'es adapté à trébucher, à heurter les mêmes meubles, à vivre avec l'idée que c'est la vie. Mais la vérité est autre. Cette obscurité n'est pas un destin, c'est une habitude. Et la porte a toujours été là, elle exige simplement un prix, renoncer à ce qui te rend aveugle. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité ni peindre la pauvreté comme une simple série de malchance. Non, sortir de la pauvreté est un acte brutal d'honnêteté, de discipline et de sacrifice. C'est un processus inconfortable, rugueux et profondément personnel. Cela implique de lâcher les plaisirs qui te stagnent, de rompre les routines qui te consument, de laisser de côté les excuses qui t'anesthésient et de te confronter au miroir sans mensonge. C'est pourquoi ce chemin est basé sur des sacrifices, 40 sacrifices qui coupent, qui pèsent, qui transforment. 40 décisions qui te forcent à arrêter d'être la personne qui recule toujours pour devenir quelqu'un qui avance, même quand ça fait mal. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. Et tu es sur le point de le faire. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que cette vidéo est confortable, mais parce qu'elle te montrera ce que beaucoup préfèrent ignorer. Que la pauvreté se brise de l'intérieur, que la discipline est plus forte que la chance et que ta vie peut changer, mais seulement si tu changes d'abord. Ici commence la porte. C'est à toi de décider si tu l'ouvres. 1. Lâche ce qui ne te pousse pas. On dit que vivre avec des habitudes qui ne te poussent pas, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres que tu as toi-même placées. Ce ne sont pas des pierres imposées par la vie ou par la malchance. Ce sont des décisions que tu as choisies sans t'en rendre compte. Chaque pierre est un comportement qui n'ajoute rien, une routine qui te freine, une pensée qui te stagne. Et le plus dur à accepter, c'est que la plupart des gens apprennent à vivre avec ce poids comme s'il faisait naturellement partie du corps, alors qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle ils n'avancent pas. Sortir de la pauvreté commence par quelque chose que beaucoup sous-estiment. Apprendre à lâcher prise.
Lâchez les routines qui ne te permettent pas de grandir. Lâchez les relations qui te drainent. Lâchez les habitudes qui t'anesthésient. Lâchez les mentalités qui te sabotent. Cela semble simple, mais c'est le sacrifice le plus difficile, car il exige une honnêteté brutale envers toi-même. Il faut que tu regardes ce que tu fais chaque jour et que tu admettes qu'une partie de ta vie n'est pas construite pour avancer, mais pour te maintenir immobile. Et si tu veux vraiment prospérer, tu dois arrêter de justifier ce qui te fait reculer. Une personne qui veut sortir de la pauvreté ne peut pas porter de fardeaux émotionnels, mentaux ou comportementaux. Elle ne peut pas continuer à justifier son impulsivité, son désordre, sa procrastination, sa dépendance au plaisir immédiat ou sa peur de déranger. Tout cela est du poids mort. Tout cela est une vie qui tourne en rond. Lâcher ce qui ne te pousse pas signifie prendre des décisions inconfortables qui nécessitent du caractère, car personne ne prospère en restant accroché à ce qui le stagne. Et c'est là que réside la dureté du processus. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'arrêter de faire ce qui te coule. Les stoïciens l'ont compris avec une précision absolue. Ils disaient que la liberté ne commence pas lorsque tu acquiers plus de choses, mais lorsque tu te détaches de ce qui te contrôle. Et si tu observes ta vie avec honnêteté, tu remarqueras que souvent, ce qui te contrôle n'est pas quelque chose qui te manque, mais quelque chose que tu continues à permettre. Une distraction quotidienne qui te vole des heures, une relation qui te draine de l'énergie, une habitude nocturne qui sabote tes matins, une attitude de victime qui te maintient dans une position de demande, pas de construction. Lâcher prise est difficile, car cela implique de renoncer au faux réconfort de la commodité, mais c'est là que commence le véritable progrès. Quand tu lâches ce qui ne te pousse pas, tu commences à récupérer de l'énergie mentale, de la clarté et du temps. Et ces trois choses ensemble sont la base de tout progrès. L'énergie que tu ne dépenses pas en choses inutiles se transforme en force pour les choses importantes. La clarté que tu obtiens en te débarrassant du bruit te permet de voir des chemins qui semblaient impossibles auparavant. Le temps que tu récupères cesse d'être un luxe et devient l'outil le plus puissant pour reconstruire ta vie. Mais rien de tout cela ne se produit si tu continues à t'accrocher à l'ancien, à l'aisé, au confortable, au connu. Lâcher ce qui ne te pousse pas n'est pas une jolie phrase, c'est un ordre direct pour toi. Examine ta vie avec froideur et demande-toi quelles habitudes, personnes, pensées ou lieux t'ont freiné pendant des années. Ensuite, prends la décision que tu as toujours repoussée. Tu n'as pas besoin de crier, de te battre ou de faire du drame. Tu as juste besoin de lâcher en silence, d'avancer avec détermination et de laisser ta nouvelle discipline parler pour toi. La pauvreté se nourrit de tout ce qui te stagne. La richesse commence le jour où tu décides de laisser ce poids derrière toi. 2. Réduisez l'oisiveté inutile. L'oisiveté inutile fonctionne comme des sables mouvants. Au début, elle semble douce, confortable, voire relaxante. Vous vous asseyez dessus en pensant que vous vous reposez un moment et qu'il ne se passe rien. Mais plus vous restez là, plus vous vous enfoncez sans vous en rendre compte. Le piège est silencieux. Il ne fait pas mal et n'attaque pas de front, il vous vole simplement la vie goutte à goutte. Lorsque vous voulez réagir, vous êtes déjà enfoncé jusqu'à la taille en demandant du temps, de l'énergie ou de la motivation que vous avez vous-même laissé échapper. Sortir de la pauvreté exige une guerre frontale contre cette oisiveté déguisée en repos. Je ne parle pas du repos nécessaire, ni des activités qui nourrissent votre esprit, je parle de cette consommation automatique qui vous vide de l'intérieur. Des heures entières sur les réseaux sans but, des conversations qui ne mènent nulle part, des distractions qui se sentent méritées, mais qui en réalité vous écrasent pendant que vous souriez sans vous en rendre compte. Ce n'est pas du divertissement, c'est une fuite d'énergie constante qui vous empêche d'avancer. Réduire l'oisiveté inutile ne signifie pas devenir une machine sans émotion, cela signifie se réveiller. Cela signifie admettre qu'une grande partie de votre temps est perdue dans des actions qui ne vous construisent pas. Et le plus dur est que souvent, vous utilisez cette oisiveté pour échapper à votre vie, pas pour l'améliorer.
Vous fuyez vos responsabilités, vos peurs, votre inconfort. Cette voix intérieure qui vous dit que vous pouvez faire plus, mais que vous avez la flemme d'écouter. L'oisiveté inutile est un refuge confortable qui devient une prison. Les stoïciens en ont parlé très clairement. Ils disaient que le temps est la possession la plus précieuse que vous avez, car une fois qu'il est parti, il ne revient pas. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Vous pouvez perdre des opportunités et en créer de nouvelles, mais le temps s'évapore et il n'y a ni philosophie ni miracle qui puisse vous le rendre. C'est pourquoi ils insistaient sur le fait de vivre avec intention. Essayez de changer votre vie tout en gaspillant votre temps sur ce qui vous éteint est comme vouloir traverser une rivière en portant des sacs de sable mouillés. La charge vous enfonce et vous ne vous rendez même pas compte que c'est vous qui l'avez remplie. Lorsque vous réduisez l'oisiveté inutile, quelque chose de puissant se produit. Vous récupérez des heures dont vous ne saviez même pas que vous disposiez. Vous commencez à sentir que votre journée a de l'espace, que vous pouvez avancer sans cette sensation de vivre en courant. Vous vous rendez compte que vous n'étiez pas fatigué, vous étiez saturé. Et en enlevant cette saturation, votre esprit respire. Vous commencez à avoir une clarté sur ce que vous voulez, sur ce qui vous convient et sur ce que vous devez éliminer pour y parvenir. La vie cesse de se sentir comme un fardeau et devient un projet que vous construisez pas à pas. Réduire l'oisiveté inutile vous oblige également à affronter ce que vous évitiez. Quand vous n'avez plus de distraction pour vous anesthésier, vous êtes obligé de travailler sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos peurs. Et même si cela est inconfortable au début, c'est précisément cet inconfort qui vous fait grandir. Vous cessez de réagir comme quelqu'un qui tue simplement le temps et vous commencez à agir comme quelqu'un qui l'utilise. Et cette simple différence sépare ceux qui restent coincés de ceux qui avancent. Posez-vous cette question sans filtre. Combien d'heures de votre vie s'échappent chaque jour sans vous donner rien en retour ? Y répondre honnêtement peut faire mal, mais c'est le premier pas vers le changement. L'oisiveté inutile est une pauvreté silencieuse. Elle vous vole sans que vous protestiez. Réduisez son espace et vous remarquerez quelque chose d'impressionnant. Votre énergie monte, votre discipline augmente, votre esprit devient plus fort. Votre vie commence à prendre forme. Parce que quand vous arrêtez de perdre du temps, vous commencez à construire votre destin. 3. Embrasse l'inconfort. Traverser une zone d'inconfort ressemble à entrer dans de l'eau froide. Tes premières secondes sont de la résistance pure. Ton corps se tend, ton esprit crie pour que tu sortes, que tu retournes à la chaleur, que cela n'a aucun sens de supporter cela. Mais si tu restes un peu plus longtemps, quelque chose change. Ton corps s'adapte, ta respiration se stabilise et tu découvres que l'inconfort ne tue pas, il transforme seulement. Et c'est exactement la leçon que la plupart rejettent. L'inconfort est la porte que tout le monde veut éviter, mais c'est la seule qui mène vraiment à une autre vie. Sortir de la pauvreté n'est pas une question de motivation, c'est une question de supporter ce que tu as toujours fui. Les personnes qui prospèrent ne le font pas parce que c'est facile pour elles, mais parce qu'elles ont entraîné leur esprit à avancer même quand quelque chose les dérange. Elles ont appris à se lever tôt même si leur corps demande 5 minutes de plus, à affronter des conversations difficiles même si elles font mal, à apprendre de nouvelles compétences même si elles se sentent maladroites au début. Ce n'est pas du talent, c'est la capacité de rester là où les autres s'enfuient. L'inconfort est la frontière qui sépare ceux qui changent de ceux qui stagnent. Si ta vie n'est pas comme tu le souhaites, c'est probablement parce que tu as choisi le confort trop de fois. Tu as choisi de ne pas essayer pour ne pas échouer. Tu as choisi des distractions pour ne pas ressentir de pression. Tu as choisi le silence pour ne pas affronter les problèmes. Tu as choisi la routine pour ne pas faire face à l'inconnu. Et chaque fois que tu as choisi le confort, tu as payé un prix. Peut-être ne l'as-tu pas vu sur le moment, mais ton potentiel est resté piégé derrière chaque décision facile. Les stoïciens parlèrent de l'importance de forger le caractère. Ils disaient que l'excellence se forme comme le fer, exposé au feu, au coup et au froid.
Le confort, en revanche, est l'ennemi silencieux de la croissance. Quand tout est doux, ton esprit s'adoucit. Quand tout est facile, ta discipline s'oxyde. Quand tout est assuré, ton esprit s'endort. En revanche, l'inconfort te réveille. Il te force à être présent. Il te rend conscient de tes faiblesses. Il te pousse à dépasser des limites que tu n'aurais jamais touchées volontairement. Accepter l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie arrêter de fuir ce qui te renforce. Cela signifie décider de grandir même quand cela semble lourd. Cela signifie te plonger dans des situations qui exigent plus de toi. Par exemple, apprendre à économiser quand ton esprit te demande de dépenser pour te sentir soulagé. Changer ton alimentation quand la restauration rapide t'offre un plaisir immédiat. Étudier après le travail quand ton corps supplie pour du repos. Éviter les amitiés qui te tirent vers le bas même si la solitude te fait peur. Ce sont de petites batailles qui, ajoutées, construisent un caractère capable de soutenir une vie meilleure. Quand tu embrasses l'inconfort, quelque chose en toi se réveille. Ton esprit cesse de négocier avec toi. Ton corps cesse de te gouverner. Ta volonté se renforce. Tu découvres que beaucoup des limites que tu croyais réelles n'étaient que de la résistance mentale. Tu marches avec plus de détermination. Tu prends des décisions que tu évitais auparavant. Tu deviens quelqu'un qui agit même quand il n'en a pas envie. Et à ce moment-là, le changement le plus puissant se produit. Tu te rends compte que l'inconfort ne te retient pas. Il te libère. Pose-toi cette question avec une sincérité absolue. Combien d'opportunités as-tu perdues simplement parce qu'elles te dérangeaient? Combien de fois as-tu dit « demain » parce qu'aujourd'hui tu avais la flemme? Combien de fois as-tu choisi la facilité en sachant qu'elle ne te mènerait nulle part? Répondre à cela fait mal, mais cela ouvre aussi la porte pour le corriger. L'inconfort est le pont vers ta version la plus forte. 4. Prends la responsabilité totale. Assumer la responsabilité totale ressemble à prendre le volant d'une voiture qui avançait seule depuis des années. Au début, tu ne sais pas si tu as le contrôle, tu n'es pas sûr que le chemin que tu suis est le bon et, pour être honnête, ça fait peur de réaliser que tu ne peux plus blâmer personne si tu dévies de la route. Mais quand tes mains se referment sur ce volant pour la première fois, tu ressens quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps, le pouvoir, le vrai pouvoir. Pas une illusion, le pouvoir de diriger, de corriger, d'accélérer et de transformer le cours de ta vie sans demander la permission à personne. Sortir de la pauvreté exige exactement cela, une responsabilité totale, pas partielle, pas conditionnée, pas partagée, totale. Cela signifie arrêter de blâmer tes parents, ton passé, ton pays, l'économie, ton ex, ton patron ou qui que ce soit que tu as utilisé comme bouclier pendant des années. Parce que chaque fois que tu blâmes quelque chose d'externe, tu te prives de force interne. C'est un acte silencieux qui t'affaiblit de l'intérieur. Il te fait sentir que tu n'as pas le contrôle, que tu ne peux rien changer, que c'est la vie que tu as reçue. Et cette pensée est pure pauvreté. La responsabilité totale ne signifie pas que la vie est toujours juste. Cela signifie que tu décides de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Peut-être es-tu né dans un environnement difficile, tu t'es entouré de gens qui ne t'ont pas soutenu, tu as fait des erreurs ou tu as souffert de choses que tu ne méritais pas. Tout cela est réel. Personne ne le nie. Mais si tu permets que cela détermine ton destin, alors tu as déjà perdu. La responsabilité totale n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle te donne la force d'écrire ce qui suit. Les stoïciens parlaient de la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Cette distinction est la base de la liberté. Ce qui ne dépend pas de toi peut faire mal, peut être inconfortable, peut te retarder, mais ne peut pas te détruire à moins que tu ne lui donnes ton pouvoir. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est tout ce qui peut te faire avancer. Tes décisions, ta discipline, ton état d'esprit, tes habitudes, ta réponse face à la difficulté, ta capacité à agir même quand tu as peur. La responsabilité totale te force à observer ta vie avec une crudité que peu de gens sont prêts à supporter.
Elle te force à admettre que beaucoup de tes routines, tu les as choisies, que beaucoup de tes résultats sont le fruit de tes décisions, que ton manque de progrès n'est pas dû à la malchance, mais à un manque de direction, que tes mauvaises habitudes ne sont pas apparues seules, tu les as nourries. Et oui, ça fait mal de l'accepter, mais cette douleur est le début du changement. Le déni te stagne, la responsabilité te libère. Quand tu assumes la responsabilité totale, quelque chose change dans ton regard. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver, tu commences à te sauver toi-même. Tu ne demandes plus d'opportunités, tu les crées. Tu ne dépends plus de la motivation externe, tu développes la discipline interne. Tu ne cherches plus de coupables, tu cherches des solutions. La vie cesse de se sentir comme une tempête qui te pousse d'un côté à l'autre et commence à se sentir comme un bateau que tu diriges, même si la mer est agitée. Assumer la responsabilité totale signifie aussi abandonner les excuses. Toutes, même celles qui semblent valides, même celles qui t'ont accompagné pendant des années. Une excuse peut sembler logique, mais elle te laisse toujours au même endroit. La responsabilité, en revanche, te force à bouger, elle te force à agir, elle te force à t'améliorer. Et c'est pourquoi elle transforme ta vie. Aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à justifier ce qui te détruit ou à blâmer ce que tu ne peux pas contrôler. Pose-toi cette question sans filtre. Si ta vie était aujourd'hui le résultat direct de tes décisions, sans facteurs externes, en serais-tu fier? 5. Ordonne et maîtrise ton esprit. Avoir un esprit désordonné ressemble à essayer de construire une maison sur un terrain rempli de décombres. Peu importe combien tu t'efforces de poser de nouvelles briques ou de concevoir des plans parfaits, rien ne tient. Tout vacille, tout s'effondre. Le problème n'est pas la construction, c'est le sol. C'est la réalité de beaucoup de gens. Ils veulent avancer, ils veulent grandir, ils veulent prospérer. Mais leur esprit est plein de bruit, d'inquiétudes inutiles, de pensées répétitives, d'impulsions incontrôlées et d'une voix intérieure qui sabote chaque tentative d'amélioration. Sortir de la pauvreté exige un esprit ordonné. Pas parfait, ordonné. Un esprit qui peut écouter, analyser et décider sans être pris en otage par le chaos interne. Un esprit capable de voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Un esprit prêt à se concentrer sans se laisser distraire par les déchets émotionnels ou mentaux. Parce que même si cela semble dur, personne ne prospère tant que son esprit est en guerre avec lui-même. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éteindre tes émotions ni devenir quelqu'un de froid. Cela signifie cesser d'être l'esclave de tes impulsions. Cela signifie apprendre à penser avant d'agir. Cela signifie cesser de réagir par habitude et commencer à répondre avec conscience. C'est un entraînement silencieux que peu de gens font, mais qui change tout. Ta vie est un reflet direct de ta façon de penser, et si ton esprit est un désordre, ta vie le sera aussi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le champ de bataille le plus important. Ils disaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton interprétation du monde. Et cette interprétation définit ton destin. Si ton esprit est dominé par des pensées négatives, des peurs irrationnelles, des croyances limitantes ou des dialogues internes destructeurs, chaque décision que tu prends sera contaminée. Et même si tu travailles dur, tu avanceras lentement parce que ton principal ennemi ne sera pas à l'extérieur. Il sera à l'intérieur de toi. Ordonner l'esprit commence par quelque chose de simple mais de puissant. L'observer. Observer ce que tu penses sans laisser ces pensées te dominer. Voir quelles idées tu répètes quotidiennement. Remarquer quelles phrases internes te tirent vers le bas. Identifier quelles peurs tu as traînées pendant des années et que tu n'as jamais remises en question. Le désordre mental naît de l'absence de conscience, mais une fois que tu vois le chaos, tu peux le nettoyer. Ensuite, vient la maîtrise. La maîtrise implique de remplacer les pensées faibles par des pensées fortes.
Elle implique de remettre en question chaque excuse qui apparaît dans ton esprit. Elle implique de démonter des croyances comme « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas fait pour ça »,« c'est comme ça que je suis ». Rien de tout cela n'est réel. Ce ne sont que des phrases que tu as accumulées sans t'en rendre compte et que tu répètes parce que ton esprit s'est habitué à la facilité, pas à la justesse. La maîtrise mentale exige de la discipline, de l'inconfort, de répéter de nouvelles façons de penser jusqu'à ce que ton esprit comprenne que c'est toi qui commandes, pas lui. Ordonner et maîtriser ton esprit change ta vie parce que cela fait de toi quelqu'un de difficile à abattre. Les difficultés continuent d'apparaître, mais elles ne te brisent plus. Les commentaires négatifs arrivent, mais ils ne te définissent pas. Les peurs sont toujours présentes, mais elles ne te paralysent plus. Le chaos externe n'a plus de pouvoir parce qu'à l'intérieur règne la clarté. Et avec la clarté, tout objectif est atteignable. Pose-toi cette question avec une totale sincérité. Quelle est la propreté de ton esprit? Combien d'espace occupe la peur, la comparaison, la culpabilité, le doute ou l'autosabotage? Combien de bruit interne te maintient distrait, fatigué ou perdu? Tout ce que tu n'ordonnes pas à l'intérieur se transforme en obstacle à l'extérieur. Si tu veux changer ta vie, commence par nettoyer ton propre esprit. 6. Choisis la discipline plutôt que le plaisir. Poursuivre le plaisir immédiat ressemble à acheter des feux d'artifice. Ils brillent fort quelques secondes, puis te laissent dans l'obscurité, avec de la fumée dans l'air et les mains vides. La discipline, en revanche, est comme allumer une lampe à huile. Elle n'éblouit pas au début, mais elle éclaire plus loin, dure plus longtemps et finit par guider tout ton chemin. Et c'est la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la même vie pendant des années. Certains choisissent des éclats momentanés, d'autres choisissent une lumière constante. Sortir de la pauvreté exige un changement brutal dans ta hiérarchie de décision. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont mis le plaisir avant le progrès. Dormir plus au lieu d'étudier. Dépenser impulsivement au lieu d'économiser. Chercher du divertissement au lieu d'apprendre. Choisir le confort plutôt que l'effort. Chacun de ces choix semble petit, mais ensemble, ils construisent une vie stagnante. La pauvreté ne se soutient pas seulement par un manque d'opportunités, mais aussi par un excès de plaisirs inutiles. La discipline n'est pas une punition, c'est une direction. C'est te rappeler que chaque décision que tu prends est un vote pour l'avenir que tu veux ou pour l'avenir que tu crains. C'est la voie qui te pousse à te lever, même quand tu es fatigué. C'est la force qui t'oblige à faire ce qui est important avant ce qui est facile. C'est la capacité de renoncer à ce qui te divertit pour construire ce qui te transforme. Et oui, ça fait mal, mais ça libère aussi. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Ils disaient que le plus grand ennemi de l'être humain est son inclination naturelle vers le plaisir. Parce que le plaisir exige rarement un effort, il génère rarement une croissance et il construit rarement quelque chose de durable. Ils enseignaient que la maîtrise de soi commence lorsque tu décides de faire ce qui est juste, même lorsque tu n'en as pas envie. C'est la racine de la force. Agir par conviction, non par impulsion. La discipline est aussi une déclaration de force intérieure. C'est dire au monde et à toi-même que tes émotions ne commandent pas, que tes habitudes ne te gouvernent pas, que tes impulsions ne te contrôlent pas. Lorsque tu choisis la discipline plutôt que le plaisir, tu démontres que ta vie ne sera pas dirigée par des envies passagères, mais par un but plus grand. Tu cesses de réagir comme quelqu'un qui se laisse emporter par ce qu'il ressent et tu commences à agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Choisir la discipline ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie mettre chaque plaisir à sa place. Profiter après avoir accompli. Se reposer après avoir avancé. Célébrer après avoir construit. Tout à son moment. Le problème est lorsque le plaisir occupe la première place et déplace tout ce qui pourrait te donner une vie meilleure. La discipline ne te demande pas de sacrifier ton bonheur, elle te demande de sacrifier ta faiblesse. Lorsque tu choisis la discipline, ton identité change.
Tu te vois différemment. Tu te traites différemment. Tu te respectes différemment. Tu commences à avoir confiance en toi parce que tu sais que tu accompliras ce que tu te proposes. Cette confiance est la base de tout progrès réel. Personne ne grandit sans discipline, personne ne se dépasse sans sacrifice et personne n'échappe à la pauvreté mentale ou financière tant qu'il continue à poursuivre des plaisirs qui le vident de l'intérieur. Fais-toi cette réflexion avec maturité. Combien de fois as-tu choisi ce qui te faisait te sentir bien sur le moment au détriment de ce qui te rendrait fier plus tard? Combien d'opportunités as-tu perdues en cherchant le confort plutôt que la constance? Combien de buts as-tu laissé mourir parce qu'un petit plaisir t'a dévié du chemin? C'est le prix de l'impulsion. C'est le coût invisible du manque de discipline. 7. Éloigne-toi des mauvaises influences. Avoir de mauvaises influences à proximité ressemble à marcher avec des chaussures pleines de boue. Tu peux essayer d'avancer, tu peux faire plus d'efforts que tout le monde, tu peux avoir les meilleures intentions, mais chaque pas pèse le double. Peu importe combien tu veux changer, si les gens qui t'entourent te tirent en arrière, tu finiras au même point. Et le plus dangereux, c'est que parfois, tu ne remarques même pas la boue. Tu t'es habitué au poids, tu t'es habitué à la saleté, tu t'es habitué au recul silencieux que certaines personnes provoquent. Sortir de la pauvreté exige un changement radical dans ton environnement. Je ne parle pas de changer de quartier ou de pays, je parle de changer de compagnie mentale, émotionnelle et spirituelle. Les mauvaises influences ne sont pas seulement des personnes qui te traitent mal, elles peuvent aussi être des personnes confortables, des personnes sans ambition, des personnes qui se plaignent de tout, des personnes qui justifient leur manque de discipline, des personnes qui vivent dans la plainte et qui veulent que tu vives là avec elles. Ce sont des compagnies qui ne te stimulent pas, ne te défient pas, ne te poussent pas. Elles t'endorment. Les stoïciens l'ont dit sans détour. L'âme est façonnée par la compagnie qu'elle garde. Si tu t'entoures de médiocrité, tu commences à penser comme un médiocre. Si tu t'entoures de conformistes, tu deviens conformiste. Si tu t'entoures de personnes qui blâment tout le monde, sauf elles-mêmes, tu apprends à faire de même. Et quand tu normalises cela, ta croissance meurt avant de commencer. Les gens qui sont proches de toi influencent ta discipline, tes décisions, tes objectifs et la façon dont tu gères tes défaites. Ton environnement te construit ou te détruit. T'éloigner des mauvaises influences n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Parce que pendant que tu essayes d'avancer, ils essaient de rester les mêmes. Et quand une personne qui ne veut pas s'améliorer voit que tu t'améliores, elle commence à t'attaquer, à se moquer, à minimiser ce que tu fais ou à te dire que ça ne vaut pas la peine de faire tant d'efforts. Ils ne le font pas parce qu'ils ont raison. Ils le font parce que ton progrès leur rappelle leur stagnation. Tu changes et ils ont l'impression de reculer. C'est pourquoi ils deviennent une résistance. Éloigne-toi. Cela semble dur, mais c'est nécessaire. S'éloigner n'est pas haïr, ce n'est pas se battre, ce n'est pas leur souhaiter du mal. C'est simplement choisir ta paix au-dessus du bruit. C'est prioriser ta croissance au-dessus de leurs opinions. C'est décider que ta vie est plus importante que leur inconfort. Les mauvaises influences ne viennent pas toujours avec de mauvaises intentions, mais elles viennent avec de mauvaises conséquences. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Quand tu t'éloignes, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit respire, ton énergie est libérée. Tes décisions deviennent plus claires. Tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne venaient pas de toi, elles venaient de ceux qui t'entouraient. Tu te rends compte que l'énergie négative est contagieuse, mais la discipline l'est aussi. Et quand tu libères de l'espace, de nouvelles personnes apparaissent. Des personnes concentrées, disciplinées, responsables. Des personnes qui t'inspirent au lieu de t'épuiser. Des personnes qui te poussent au lieu de te freiner. Des personnes qui ne t'envient pas, elles te respectent. Pose-toi ces questions en toute honnêteté. Qui te vide ? Qui te retarde? Qui te met des petites idées dans la tête? Qui se moque quand tu dis que tu veux t'améliorer? Qui te pousse à dépenser, à perdre du temps ou à prendre des décisions qui ne te bénéficient pas?
Si une personne apparaît dans plus d'une de ces réponses, cette personne n'est pas seulement une mauvaise influence, c'est une encre qui te coule alors que tu essaies de flotter. 8. Utilise ton argent avec intention. Dépenser sans intention ressemble à remplir un seau avec des trous. Tu peux travailler 2 fois plus, t'efforcer 3 fois plus et transporter de l'eau encore et encore, mais elle finit toujours par s'échapper. Peu importe combien tu gagnes, si tu ne sais pas retenir, diriger et multiplier ce qui entre. L'argent ne part pas tout seul, il s'échappe par des décisions automatiques, par des impulsions qui semblent petites et par des habitudes qui passent inaperçues. Et si tu n'as pas le contrôle sur ces trous, tu ne verras jamais ton seau plein, peu importe combien tu essaies. Sortir de la pauvreté exige une relation mature avec l'argent. Une relation consciente, structurée et surtout intentionnelle. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Le problème est que beaucoup de personnes l'utilisent comme un analgésique émotionnel. Ils dépensent pour se sentir bien, pour se distraire, pour s'intégrer, pour soulager les tensions, pour échapper à leur réalité. Chaque achat impulsif est un pansement qui couvre un vide qui ne se résout pas ainsi. Et le pire, c'est que cette dynamique se normalise jusqu'à devenir une routine. Utiliser l'argent avec intention signifie que chaque pièce a un but. Cela signifie que tu décides où il va avant qu'il n'arrive. Cela signifie que tu n'achètes pas parce que tu peux, tu achètes parce que cela te convient. C'est la différence entre ceux qui construisent la stabilité et ceux qui passent leur vie à éteindre des incendies financiers. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'utiliser mieux ce que tu as. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme base de toute réalisation. Et bien qu'ils ne parlaient pas directement de finances modernes, leurs principes sont applicables. Ils disaient que l'extérieur ne doit pas te contrôler. L'argent est extérieur. Si tes émotions dictent comment tu l'utilises, alors tu n'es pas libre. Si tes impulsions te font dépenser, tu n'es pas maître de ta vie. Si tes envies valent plus que tes objectifs, alors tes objectifs ne sont pas réels. L'intention est le pont entre ce que tu désires et ce que tu accomplis. Utiliser l'argent avec intention signifie aussi savoir dire non. Non aux achats inutiles. Non aux invitations qui te laissent sans rien. Non aux dettes que tu ne peux pas soutenir. Non à faire semblant d'une vie que tu ne construis pas. Dire non est une discipline financière. Et c'est l'un des sacrifices les plus difficiles, car il implique de confronter ton ego, tes habitudes et tes émotions. Mais chaque fois que tu dis non, tu gagnes quelque chose de plus important qu'un objet, le contrôle. Lorsque tu utilises l'argent avec intention, le stress financier diminue. Tu ressens plus de clarté, tu commences à voir des modèles, tu remarques combien de fuites tu as normalisées, tu découvres que beaucoup de choses que tu croyais nécessaires ne t'ont jamais rien apporté. Tu commences à prioriser ce qui construit plutôt que ce qui distrait, et le changement n'arrive pas d'un coup, il arrive de manière cumulative. Une bonne décision aujourd'hui devient une stabilité demain. Une dépense évitée aujourd'hui devient une opportunité plus tard. L'argent obéit à celui qui pense à long terme. Pose-toi ces questions avec une sincérité absolue. Combien de fois as-tu dépensé pour ressentir un soulagement momentané? Combien de fois as-tu acheté quelque chose dont tu n'avais pas besoin simplement parce que tu étais triste, ennuyé ou anxieux? Combien de fois as-tu fini par regretter après? C'est le coup d'agir sans intention. Ce n'est pas la dépense, c'est ce qu'elle te vole, concentration, stabilité, futur. Utiliser l'argent avec intention ne signifie pas vivre avec la peur de dépenser. Cela signifie dépenser en sachant pourquoi, quand et pourquoi. Cela signifie que ton argent respecte tes objectifs, pas tes impulsions. Cela signifie que chaque décision financière est alignée avec la vie que tu veux construire, pas avec la vie que tu essaies de cacher. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,
kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.